Notre émission est évidemment bousculée par ce qui est en train de se passer du côté de la Gironde. Et là, vous avez ces images en direct de Lège-Cap-Ferret, qui est une commune située en Nouvelle-Aquitaine, sur une longue presqu'île qui sépare l'océan Atlantique du bassin d'Arcachon, à environ 70 km à l'ouest de Bordeaux. Et c'est l'histoire sans fin, le cauchemar sans fin, puisque ces images nous ramènent bien sûr aux incendies en Gironde qu'on avait vécu et couvert en 2022 avec des conséquences dramatiques puisque plus de 50 000 personnes cet été-là avaient été évacuées et plus de 30 000 hectares dans la région avaient été réduites en cendres. Nous sommes en direct avec l'un des sapeurs-pompiers de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Patrick Cavada. Merci d'être en direct avec nous. Je sais que vous suivez très attentivement ce qui est en train de se passer du côté de Lège-Cap-Ferret. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que là on vit en direct cette intervention des pompiers, ils sont très nombreux sur place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et commenter ce que vous voyez, Patrick Cavada ? Alors là, actuellement, on a des équipes qui sont positionnées sur une route, je pense une départementale. Et donc l'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle une ligne d'appui, c'est-à-dire qu'on va positionner des véhicules tout au long de la route qui vont être espacés d'environ 20-30 mètres chacun. Et donc chaque véhicule va poser au sol ce qu'on appelle une lance à incendie. Et donc on va laisser progresser le feu jusqu'à un certain niveau. Et le chef de groupe qui commande l'ensemble de ces moyens, à un moment donné, va donner le top pour qu'on puisse arroser et faire un rideau d'eau pour essayer que le feu, on arrive à l'atténuer et qu'il ne passe pas la route, avec la problématique que l'on a et que vous connaissez, qui sont les sautes de feu. Si on a un vent qui est un petit peu trop puissant et ce feu génère son propre vent, on peut avoir ce qu'on appelle des sautes de feu de l'autre côté de la route. C'est pour ça que le conducteur du véhicule établit deux lances, une lance qui va essayer d'attaquer le feu quand il va arriver et une lance de l'autre côté pour éventuellement attaquer quelques sautes de feu qui pourraient se déclarer de l'autre côté de la route. Je le disais, on est dans une région qui a déjà été meurtrie par les incendies en 2022. Là, cette nuit, plus de 2000 hectares ont été parcourus. Au moins 12 000 personnes ont été évacuées. 2000 hectares, je le dis aux téléspectateurs, aux auditeurs d'Europe 1. On va prendre la superficie de la ville de Bordeaux, puisqu'on est non loin de Bordeaux. C'est comme si vous aviez 40% de la superficie de la ville de Bordeaux qui avait été réduite en cendres. Comment vous expliquez cette virulence et la rapidité avec laquelle ce feu s'est propagé, Patrick Cavada ? C'est tout simplement la convergence des canicules que nous avons connues qui ont créé un stress hydrique important avec de la mort de végétaux. Ce qui veut dire que la forêt, elle est sèche, avec des températures élevées, plus de 30 degrés, et après un vent qui est supérieur à 30 km/h. On a ce cocktail explosif, et bien évidemment, le facteur aggravant, c'est le vent. Tant qu'il y a du vent, le vent va progresser. Alors sur ces feux énormes, on a la fumée qui provoque son propre vent, parce que les fumées chaudes sont attirées vers le ciel, et donc en dessous, ça attire l'air frais, et effectivement, ça crée un courant d'air qui alimente le feu. Comment vous imaginez les prochaines heures ? Qu'est-ce que vont faire les pompiers, les soldats du feu pour essayer de circonscrire cet incendie, de le maîtriser, du moins de le fixer peut-être ? Alors vous avez ce qu'on appelle la cellule anticipation dans le poste de commandement qui est aux ordres du commandant des opérations de secours. Son travail, c'est justement de voir les enjeux, puisqu'on a trois priorités. C'est d'abord sauver les vies, donc on fait des évacuations. En deuxième lieu, ça sera éventuellement protéger les biens. Et en troisième lieu, c'est éteindre la forêt. Donc les enjeux, ils sont là. Donc peut-être brûler quelques hectares de plus pour sauver un lotissement, sauver une zone commerciale. Donc les enjeux, ils sont là actuellement. Pour arriver à arrêter ce feu, déjà, on va caler la partie humaine, la partie bien. Et derrière, le commandant des opérations de secours va mettre en place son dispositif pour essayer d'arrêter le feu. Mais vous savez, un feu de cette ampleur-là avec du vent, c'est un cheval au galop et c'est extrêmement difficile. Ce qui est important pour nous, c'est d'essayer de le canaliser et de le mener sur des endroits qui peuvent être plus favorables pour nous pour essayer de l'éteindre. Vous avez actuellement des images en direct de Lège-Cap-Ferret, je le dis pour les auditeurs et également d'Europe 1. On a vu un des responsables de la communication prendre la parole. Peut-être va-t-il demander aux journalistes qui sont sur place de se reculer parce que, vous le dites, le feu
peut progresser extrêmement rapidement. Est-ce que d'ailleurs on peut essayer de vulgariser au maximum pour le commun des mortels, ces Français qui sont sidérés quand ils voient ces images-là, à quelle vitesse peut progresser ce feu, Patrick Chavada? Ah ben, si vous avez un vent qui est environ de 50 km/h, on a une progression d'à peu près 1,5 km à l'heure, hein. Donc, ce qui est assez rapide. En plus, sur ces forêts-là qui sont très hautes, c'est pas tout à fait les mêmes massifs forestiers que dans le sud de la France, en Provence. On a des forêts qui sont très hautes avec des arbres qui sont très hauts et on a une strate, je dirais, arbustive qui est également importante. Donc, on a souvent des feux de sous-bois, rarement des feux de cime. Alors, le feu de cime, c'est quand le feu atteint la cime des arbres. Donc là, sur certaines parties, on a les deux types, mais là, sur ce qu'on voit actuellement, on n'est plus sur des feux de sous-bois, puisqu'on voit que les arbres en hauteur n'ont pas encore brûlé, mais il suffit tout simplement d'avoir une zone qui est un petit peu moins débroussaillée et un petit peu trop fouille pour que le feu monte en cime, et on a vraiment un feu important. Il faut rappeler le contexte également, puisque votre profession, les sapeurs-pompiers de France sont actuellement endeuillés, une nouvelle fois malheureusement. Cette semaine, 2 soldats du feu, dans cette région d'ailleurs, ont péri. Et on peut avoir une pensée pour Anthony Berthom et Wilfried Schmitter ce matin, dans un contexte là aussi gravissime, puisqu'ils ont été piégés par les flammes alors même qu'ils étaient à l'intérieur du camion. Donc on imagine les conditions atroces, on ose imaginer d'ailleurs. Mais c'est dire la virulence des feux auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui, Patrick Chavada. Oui, bien sûr, une pensée pour nos collègues qui sont décédés, leurs familles, leurs proches, nos collègues sapeurs-pompiers du SDIS de la Gironde et des pompiers de France en règle générale. Alors, il faut savoir que quand on intervient sur un départ feu de forêt, je dirais que la première heure est la plus dangereuse parce que notre dispositif d'extinction de feu se met en place, ce qui veut dire que le poste de commandement se met en position, il va se mettre en place, il va être activé, et donc on a peut-être une demi-heure, 1 heure, où effectivement les véhicules vont aller directement sur le feu, et ce sont des moments un petit peu difficiles parce qu'on doit aller au contact du feu, voir ce qui se passe, comment ça se passe, et effectivement on n'est pas à l'abri d'un engagement, puisqu'on doit quand même vérifier, les chefs d'agré vérifient les endroits où on le voit sur vos images. Est-ce qu'on engage le véhicule à l'intérieur? Est-ce qu'on le laisse à l'extérieur? Et donc, ce sont des décisions qui se prennent extrêmement rapidement. Et donc, effectivement, on a des équipages qui peuvent être mis en difficulté très, très rapidement sur des départs de feu, alors que sur des feux, malheureusement, qui sont déjà constitués à 2000 hectares, on a déjà beaucoup de moyens et donc on appréhende un petit peu mieux la progression du feu. Vous avez dit la première heure est la plus déterminante et aussi la plus dangereuse, Patrick Chavada. Je le disais, en 2022, ce scénario, on l'avait déjà vécu, vous l'aviez déjà vécu. Est-ce que aujourd'hui, on est mieux préparé? Comment expliquer que 4 ans plus tard, on se retrouve face aux mêmes images et aux mêmes scénarios, Patrick Chavada? C'est tout simplement la canicule. On a 3 canicules derrière nous. On a des végétaux qui sont extrêmement secs et donc avec un vent par-dessus. Et quels que soient les moyens que l'on peut positionner, que l'on peut mettre en place, qu'on peut avoir, on ne peut pas lutter contre les éléments. C'est une guerre climatique. Et donc effectivement, on va être amené à avoir des conditions de plus en plus difficiles. On s'y prépare. Nous avons des moyens qui sont déjà prépositionnés. On a des renforts nationaux qui arrivent sur place et qui sont donnés par d'autres départements. Mais effectivement, devant des situations climatiques de cette extrême gravité, on ne peut que constater et on ne peut que réagir. On se prépare et il faut savoir qu'une fois que la saison feu de forêt est passée, on continue à travailler sur nos doctrines d'intervention, sur nos matériels, sur nos équipements pour être prêt pour la saison suivante. Mais effectivement, comme on dit, la nature, c'est elle qui commande, hein. C'est la nature qui commande. Nous, on est là uniquement pour essayer de préserver les vies humaines et de préserver les biens. Vous avez dit c'est une guerre climatique qu'on mène aujourd'hui. Je vais garder cette formule de guerre et c'est un mot qu'on avait déjà entendu en 2022. J'ai pas envie de polémiquer ce matin et évidemment c'est pas la dévotion et le courage, le professionnalisme des pompiers qui est remis en question ce matin, professionnels comme volontaires. Mais la question c'est, puisque vous parlez de guerre climatique, est-ce qu'entre 2022 juillet 2022, août 2022 et juillet 2026, août 2026, pour faire la guerre contre ces événements catastrophiques, vous êtes mieux armés? Oui, nos véhicules ont évolué.
les normes ont évolué, les véhicules ont évolué, on a un pacte capacitaire où l'État a fourni des véhicules aux différents départements. Mais je pense qu'on a une responsabilité collective. Quand je dis une responsabilité collective, ça veut dire que il faut débroussailler, il faut connaître les gestes de prévention, ne pas jeter les mégots, ne pas faire de travaux. Et je pense que tant que dans l'inconscient collectif, on n'a pas la conscience du danger, eh bien, effectivement, on va se retrouver dans ces situations. Je rappelle que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, ce qui veut dire que dans notre inconscient, il faut que consciemment, on commence à prendre conscience de ces phénomènes climatiques et que jeter un mégot par la fenêtre, oui, ça peut embraser une forêt, on peut avoir 2000 hectares qui brûlent. Et d'ailleurs, on a entendu le procureur de Bordeaux dire c'est terminé les amendes pour un individu qui va jeter un mégot. Ça devient désormais un délit pénal, passible de 15 000 euros d'amende et 1 an d'emprisonnement. C'est ce qu'il a annoncé hier lors du point presse en présence de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Patrick Chavada, merci pour ces précisions. Je note que vous me dites qu'il n'y a pas eu forcément un désarmement, mais que vous avez plus de moyens pour lutter contre les flammes. C'est vous l'expert, c'est vous qui êtes sur le terrain. Donc il n'y a pas de question qui doit se poser sur la flottille, sur l'arsenal qui permettrait aujourd'hui aux pompiers de lutter contre les flammes. On peut toujours améliorer l'existant. On le voit avec, je n'entrerai pas dans la polémique sur la flotte des avions bombardiers d'eau, mais concernant les moyens terrestres, puisque les moyens terrestres, ce sont des moyens qui sont départementaux avec des aides de l'État, on est équipé en matériel, on a du bon matériel, si ce n'est qu'effectivement, quand on a une multiplicité de feux qui se développent sur l'ensemble du territoire national, à un moment donné, on peut avoir des flux tendus, on peut avoir des ruptures capacitaires qui font qu'à un moment donné, il y a des choix tactiques à faire. Quand je parle du mot de guerre, eh bien effectivement, quand on est dans une guerre, on a des moyens à disposition et on va les glisser en fonction des enjeux sur le terrain. C'est ce qui se passe actuellement. On a des feux un petit peu partout dans le sud de la France et pas que. Et donc effectivement, le rôle du COS, qu'on appelle le COS, le Centre opérationnel zonal, c'est justement de pousser ces moyens aériens, ces moyens terrestres pour aller sur le feu qui présente le plus d'enjeux et être au même pour protéger la population et les biens. Toute dernière question, parce que je vous sais pressé, Patrick Chavada, Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Est-ce que, on a beaucoup parlé de méga-feux en Espagne, est-ce que là, le feu qui touche l'Ège Cap-Ferret et la Gironde, on va parler de méga-feu. Qu'est-ce qui fait qu'on parle d'incendie, de feu ou de méga-feu? Premier point. Et deuxième question, si demain, et je ne veux pas évidemment être un oiseau de mauvais augure, mais vous avez cet incendie qui continue de se propager en Gironde, que l'incendie dans le Var repart et que vous avez également la forêt de Fontainebleau qui est retouchée, donc 3 incendies majeurs dans la même période. Est-ce qu'on est capable d'affronter un tel scénario ? Sur 3 feux importants de ce type-là, effectivement, les moyens nationaux, puisqu'on va mobiliser l'ensemble des départements de France, et pas que, puisqu'on peut demander également des renforts des pays voisins, on est en capacité de traiter 3 gros feux. Je ne parle pas de méga-feux, puisque le feu en Espagne, on est à 30 000 hectares. Là, on est sur du 2000 hectares, donc sur des feux de forêt qui sont importants. On n'est pas encore sur des méga-feux, mais effectivement, si on a une multiplicité de feux importants de cette superficie-là, effectivement, on peut à un moment donné, je ne dirais pas arriver à une rupture capacitaire en termes de moyens, mais il va falloir se poser la question sur les moyens humains, puisque 80% de nos effectifs sont des pompiers volontaires. Et donc, je lance un appel aux employeurs de pompiers volontaires pour leur laisser de la disponibilité sur leur temps de travail, pour leur permettre de venir alimenter justement cette capacité humaine, parce qu'on a des relèves qui se font régulièrement pour que les personnels puissent se reposer et repartir au front. Et donc ça, c'est important pour nous que les employeurs soient aussi derrière nous pour nous aider à lutter. Merci beaucoup, Patrick Chavada, d'être venu dans l'heure des pros ce matin pour nous apporter effectivement toutes ces précisions. Et je le disais, on devait vous avoir un peu plus tard dans l'émission, mais cette image du feu qui est en train de se propager et l'image du pompier face à ce mur de flammes a fait que nous avons évidemment bousculé notre émission pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer et ce qui était en train de se jouer. Donc on voit d'ailleurs
qu'on est loin des polémiques. L'idée aujourd'hui, c'est de répondre en urgence à ce qui est en train de se passer, aux conséquences majeures. Vous avez des milliers de personnes qui sont évacuées, des milliers de pompiers qui sont mobilisés sur l'ensemble du territoire, et un feu qui, 4 ans plus tard, ne touche pas exactement la même zone, mais frappe la même région, la région girondine. On sera dans un instant avec Ferréol Delmas, qui lui aussi est très attaché aux questions d'écologisme et d'écologie, pardon. L'écologisme, c'est pour les idéologues. Et c'est une question qu'on pourrait se poser dans quelques instants. Stanislas Godon, on a parlé, vous êtes délégué national Alliance, on parlera des questions de justice dans un instant, de la drogue, mais c'est vrai qu'on a des policiers qui enquêtent massivement sur ces incendiaires, ces personnes qui volontairement vont provoquer un incendie, parfois un incendie majeur. Je crois qu'il y a eu 128 personnes interpellées depuis le début de l'année. C'était Laurent Nunez qui l'annonçait hier après-midi. Oui, et pour ceux qui se posent des questions sur pourquoi il faut doter de la puissance publique au sens large, les pompiers, les policiers, qui d'ailleurs apportent aussi un concours dans le cadre des incendies, puisqu'il faut bloquer notamment les flux de circulation. Il faut aussi participer à l'évacuation de certaines personnes, même si on n'est pas au contact direct. Mais en tout cas, c'est une combinaison. Donc oui, après, évidemment, il y a une section, ce qu'on appelle incendie-explosion de la police technique scientifique. Et je salue d'ailleurs mes collègues policiers scientifiques qui œuvrent sur ces enquêtes-là. Et puis après, toute la partie enquête judiciaire avec recoupement, téléphonie, témoignages, vidéos quand il y en a, parce que en région effectivement boisée c'est parfois plus compliqué. Et après, pour mettre à disposition de la justice et qu'il y ait des condamnations qui soient faites à la hauteur. Et vous avez eu raison de rappeler qu'on passe du contraventionnel notamment au délictuel. Et ça, c'est important puisque je rappelle quand même qu'au milieu, il y a quand même eu un drame avec 2 pompiers décédés et que là aussi encore, les responsabilités vont être extrêmement importantes puisque là, on n'est pas simplement sur l'incendie. C'est effectivement grave, mais là, il y a notamment des personnes décédées. Ouais, 2 pompiers qui sont décédés et hommage leur sera rendu cet après-midi à 18h30 dans la ville où la caserne est implantée. Ferréol Delmas est avec nous, directeur général du think tank Écologie Responsable. Merci d'être avec nous, Ferréol. Je voulais vous solliciter, je vous entends très bien, je voulais vous solliciter sur la pagaille gouvernementale autour de la ministre de l'écologie, Monique Barbu, mais nous en parlerons un peu plus tard, parce que peut-être que vous avez une expertise à avoir sur ce feu en Gironde, cet incendie qui reste incontrôlable, et ces images qu'on a vues il y a quelques instants et qu'il faudrait qu'on garde d'ailleurs, sur cet incendie qui continue de se propager. En quelques heures seulement, 2000 hectares ont brûlé dans une zone qui avait déjà été frappée par les incendies massivement à l'été 2022. Quel regard, vous, l'expert que vous êtes, porte sur ces incendies qui se sont multipliés ces derniers jours en France ? Alors déjà, toutes mes excuses de ne pas être en plateau. Je vous appelle depuis Chicago où je participe à un colloque sur l'écologie conservatrice. Donc voilà, un appel à distance. Alors ce qu'on peut dire, c'est que nous, on fait un tour de France avec Écologie Responsable, le think tank que je dirige. Et on était il n'y a pas très longtemps en Gironde. Et il y a 4 jours, on était dans l'Hérault, dans un petit village qui s'appelle Carlancas, où 400 hectares ont brûlé. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que ça n'a pas été anticipé. Il y a différentes techniques qui peuvent être mises en place déjà pour pouvoir avoir un feu de forêt contrôlé. C'est le fait, par exemple, de planter des chênes, qui sont des arbres qui peuvent durer plus longtemps et qui permettent de limiter les feux de forêt. Il y a le fait aussi d'avoir une formation, notamment des forestiers et des sapeurs forestiers, la création de sapeurs forestiers dans tous les départements pour pouvoir justement avoir des feux de forêt plus contrôlés et permettre justement d'avoir une anticipation de ces sujets. Et il y a différentes méthodes d'innovation. Il faut se dire les choses aussi. À la question des mégots de cigarettes, par exemple, la cigarette électronique, par exemple, a un impact moins important que la cigarette en mégot. Ça, c'est très important à prendre en compte parce que 97% des feux de forêt sont d'origine humaine. Il faut bien le rappeler déjà au départ. Voilà. Ferréol Delmas, j'étais tout à l'heure avec Monsieur Chavada, qui est responsable des sapeurs-pompiers de France et qui nous parlait de guerre contre ces incendies. L'idée n'est pas de polémiquer, mais est-ce que nous sommes suffisamment armés face à cette guerre ? C'est la question qu'on doit se poser ce matin, puisque est-ce que, selon vous, vous avez parlé de la prévention, maintenant il y a l'aspect aussi intervention lorsque l'incendie
se propage. Est-ce qu'il nous manque des éléments majeurs pour lutter contre ces incendies ? Alors, il nous manque des moyens majeurs, c'est évident. Il y a quelque chose qui s'appelle le fonds vert. Le fonds vert, c'est un fonds qui est très important et qui permet aux élus locaux, justement, de pouvoir agir pour adapter leur commune, leur ville, au réchauffement climatique. Donc, ce fonds vert, donc là, va être augmenté miraculeusement parce que, justement, on vit une période caniculaire et parce que il y a les incendies et les feux de forêt. Mais il était prévu d'être en diminution et il a diminué de manière drastique depuis les années 2020. Donc la bouffonnerie d'aujourd'hui avec Monique Barbu qui démissionne, revient, etc., prouve encore une fois que l'État n'anticipe pas et que ce qu'il faut le faire, c'est au plus petit niveau. On appelle ça la subsidiarité. Plutôt que d'avoir des politiques massives qui sont en fait une vision assez macroniste et une vision très étatiste et absolument pas décentralisée du problème. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, à l'échelon local, apporter, si je comprends bien, tous les moyens pour les élus, les départements, de pouvoir gérer et investir massivement, à tel point que si demain ces incendies se propagent, on a un armement plus important. On a beaucoup parlé des flottilles, Ferréol-Delmas, notamment des Canadair. Alors, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Qui dit vrai, qui dit faux ? Quelle est votre analyse là-dessus ? Sur la question des Canadair, c'est la question de la gestion de l'eau et comment justement on permet aux pompiers d'avoir aussi accès à l'eau. Et là, c'est toute l'importance aussi d'avoir accès aux agriculteurs. Ce que me disait justement une forestière il y a peu de temps, c'est qu'on n'a pas permis aux agriculteurs d'avoir des bassins de rétention d'eau qui permettraient aujourd'hui de pouvoir être utilisés par les pompiers, par les Canadair, pour pouvoir éteindre les feux de forêt. Donc ça, c'est aussi un manque d'anticipation qui n'a pas été mis en place. C'est terrible parce que les images qu'on voit aujourd'hui, c'est de la biodiversité qui disparaît. Bien sûr. Et ça va être des années avant d'arriver à avoir des forêts dignes de ce nom, comme à Fontainebleau, où c'est vraiment des milliers d'hectares qui ont disparu. On va mettre des années pour revenir à une situation initiale. Voilà. Il y a une très belle citation de Chateaubriand qui est « Les forêts précèdent les civilisations, les déserts les suivent ». Et je pense que tout est dit, c'est que quand la forêt disparaît, c'est aussi une partie de notre âme et de notre enracinement et nos traditions françaises qui disparaissent aussi. Et c'est pourquoi les Français sont massivement attachés à leur... Touchés et attachés. Bien sûr, touchés et attachés. Je constate également, Ferréol, que l'écologie conservatrice peut exister et qu'il n'y a pas forcément qu'un dogmatisme écologiste, pour ne pas dire une sorte de religion, les ayatollahs de verre, c'est la formule que certains peuvent employer, et qu'on peut retrouver aussi quelque chose de plus pragmatique. Mais c'est à Chicago. Mais souvent, les États-Unis ont 10 ans d'avance sur nous. Donc peut-être que dans 10 ans, on parlera d'écologie conservatrice en France. Restez avec nous, Ferréol-Delmas, parce que vous avez pointé un élément très important. Au lieu d'aller sur l'urgence, le concret, et de parler à l'unisson pour protéger nos agriculteurs, protéger nos terres et lutter contre ces incendies, c'est une pagaille absolue du côté du gouvernement, puisque vous aviez une ministre de la Transition écologique qui voulait quitter le gouvernement, qui était en désaccord complet avec son Premier ministre, et finalement elle est maintenue. Et elle est très contente. Elle est très contente d'être maintenue. Elle est soutenue par le président de la République. C'est un camouflet pour le ministre Sébastien Lecornu, le Premier ministre. Et la question se pose de savoir quel est son statut aujourd'hui. Est-ce qu'il a le statut de collaborateur ou de chef de gouvernement? Nous en parlerons dans un instant. Il faut saluer Anissa Dadi pour Europe 1, puisque c'est elle qui prend le relais. Bonjour Anissa.